Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue sur les ondes de Canal M pour l'émission Porte-Parole. Avec cette émission, on veut vous toucher, vous inspirer et vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, nous faire découvrir et vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Ouf! C'est gros, ça. Méchante commande, oui. Sonia Benezra? Oui. Méchante commande, mais ça me surprend pas venant de toi. Viktor Frankl, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un psychiatre, un psychanalyste juif qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale au camp de concentration. Puis, je vais dire pourquoi je suis ému. Mais c'est que si cet homme-là qui a perdu la quasi-totalité de sa famille au camp de concentration est capable de célébrer la vie et de nous dire et de nous écrire des passages comme ça, je me dis, on peut tous passer à travers des périodes de noirceur, des périodes de grande souffrance. Et je dis, moi, j'ai envie de l'écouter, ce monsieur-là. Alors, j'ai lu... A Man's Search for Meaning, c'est ça qui est écrit. Je vais le lire, ça me donne le goût de le lire parce qu'on a tous besoin vraiment de se faire remonter le moral et retrouver l'espoir que je pense, ces temps-ci, je regarde le monde et je me dis, ça va pas très bien, ça va pas bien. Et pourtant, je vais le dire tout de suite, t'as le dos barré. Oui, j'ai le dos barré. Puis t'as décidé de venir pareil. Oui, j'osais pas te dire non, je t'aime tellement, ça fait si longtemps que tu m'invites. Tu as toujours été là pour moi. La semaine dernière, quand j'étais incapable de bouger, je me dis, est-ce que je l'appelle pour lui dire ce que je vis? J'ai dit non. Tu sais, non. J'ai pas pris mes pilules, tu sais, pour la douleur. Donc, s'il y a un petit saut, là, c'est parce que c'est comme si quelqu'un te frappe dans le dos d'une manière pas agréable. Mais je suis là, je me suis maquillée, j'ai fait ma manicure même. Alors, je suis là prête pour être avec toi et heureuse. Mais tu sais, moi aussi, je suis hyper heureux que tu sois là parce que ça fait, my God, on se connaît depuis plus de 30 ans. Oui. Plus de 30 ans. Ton père, c'est le lien. Ton père. C'est pour ça que je suis ému. Je comprends. Pour deux raisons. Premièrement, tu m'as montré une belle photo de Perla, ta maman. Oui. Puis tu lui as dit « Hi, Mom, allô, maman », juste avant que l'émission commence. Puis c'est drôle parce que tous les soirs, avant de m'endormir, je dis toujours « Bonjour, maman, bonne nuit, papa », tout le temps. Puis le thème de l'émission, je l'ai remixé sur une composition, mais c'était une toune de mon père, La Seine. Oh, que c'est beau. C'est tellement beau. Puis je sais que papa t'aimait beaucoup. Oh my God. Et toi, tu l'aimais Je énormément. l'adorais. Non seulement il est venu à mon émission à maintes reprises, toujours généreux, drôle. C'était comme un invité, tu n'avais même pas besoin de poser. Tu poses une question, puis là, tu restais, tu l'écoutais tout simplement. Mais il était très généreux et il avait énormément de compassion, comme toi. Et j'ai animé aussi les télétons avec lui. Et pour moi, ça a été un cadeau du ciel. Les années des télétons, Jean Lapointe. Tu te rappelles, à TQS. I was there. Bien you sûr. were there. Je me souviens très, très bien. Ça me manque, cette époque. C'était une époque où je trouve elle était plus généreuse. On cherchait à aider le monde vraiment de manière concrète. Je sais pas, peut-être j'ai tort, mais c'est comme ça que je me sens quand je pense à cette période. Mais c'était la période où Sonia Benezra, c'était la reine de TQS. C'était ton émission, c'était ton talk show. Je veux dire, tu faisais la pluie et le beau temps. Est-ce que à ce moment-là, dirais-tu que c'est une de tes plus belles périodes de ta vie? Définitivement. Mais une période difficile aussi parce que c'était comment on faisait 210 émissions par année. Live. Wow. Pas live to tape, live. Et aujourd'hui, quand je regarde les talk shows, ils font comme, tu sais, 40 d'émissions ou 60 émissions par année. Je me dis, comment est-ce qu'on a réussi à faire 210 émissions par année? Je ne sais pas. Avec 6 invités par soir. Et moi, je faisais une recherche assez profonde. Donc, je partais après le show avec mes dossiers pour le lendemain et j'avais pas une vie sociale. Ça me dérangeait pas, par contre, parce que c'était le bonheur de me retrouver sur ce plateau avec la musique, les musiciens, les artistes qui venaient de partout. Hélène Dallaire, oui, qui était ta chef la d'orchestre. première femme chef d'orchestre au Québec.
Et l'orchestre, d'ailleurs, que j'avais, ils sont devenus l'orchestre de Céline Dion à la fin de l'émission. Ils sont partis avec elle à Las Vegas. Pas moi, là, eux autres. Dommage. Wow. Mais c'était une époque magique. Et il y avait une certaine ouverture parce que quand ils sont venus me chercher pour faire cette émission, je sortais de Musique Plus. Qu'est-ce que je savais? Je faisais mes entrevues, j'étais joyeuse, je traduisais. Et j'avais dit au patron de TQS, je dis, si je viens chez vous, je voudrais laisser ces portes ouvertes. Je voudrais pouvoir recevoir des artistes de partout. Et je vais traduire de temps à autre. Ben oui. Mais on m'avait dit non. C'est impossible, c'est une station conventionnelle, on fait pas ça. Alors moi, j'ai dit, alors vous me dites que si Paul McCartney veut venir à l'émission, je dois lui dire désolé, c'est pas possible parce que vous ne parlez pas français. Là, tu sais, il y avait comme du silence. Puis il me regarde, il dit, OK, on va essayer. Et moi, j'ai jamais fait comme a big deal, comme on dit. J'avais un artiste anglophone. Je disais pas maintenant, je vais recevoir un artiste anglophone. Non, je l'ai invité sur le plateau comme j'ai invité. Je me rappelle la journée où j'avais Barry White et Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, tu sais, m'a regardé, il dit, qu'est-ce que je fais là? Il dit, comment t'as eu Barry White? Mais c'était comme, je l'ai présenté de la même manière. Et j'aimais ça aussi, mettre nos artistes sur ce même plateau, là, avec des artistes internationaux. C'était un cadeau du ciel, cette émission. Elle était belle. Mais c'était un cadeau du ciel, probablement, à la fois pour toi, mais pour le public, parce que t'as su créer une ambiance avec ton équipe. Oui. Comment c'était le fun de débarquer sur ton talk show. Je me rappelle, je l'ai fait. Je commençais un peu ma nouvelle carrière. Je t'explique, c'est que à 28 ans, j'ai joué dans un film, Le vent du Wyoming, de Marc-André Forcier. Et tu m'avais invité et tu avais montré l'extrait où je me bats tout nu dans la douche. Oui. Alors, je suis pas folle, là. Je vais choisir l'extrait. puis c'est drôle parce qu'ils ont absolument rien censuré. On voit tout. Et on voit la scène dans la douche. Et j'ai 28 ans à ce moment-là, je me souviens très bien. Et puis, tu m'avais dit, je voulais montrer cet extrait-là. T'es tellement beau, t'es tellement bon. Oui. Mais tu me faisais bien paraître, mais t'as fait ça avec tous tes invités. C'était ça ton mandat, c'était de faire vivre des moments de joie et de thrill. Oui, je choisis de faire ça aussi parce que nous avons l'habitude de voir des corps nus de femmes dans des films. Ouais. Ça, c'était complètement normal. Donc, je trouvais ça très, très important de montrer ça. En fin de compte, tu as un corps qui est magnifique, il faut le dire aussi, on va le dire. Mais c'était important de montrer un homme, je trouvais. Et personne, tu sais, a réagi mal ou personne nous avait appelé le lendemain pour dire pourquoi vous avez fait ça. Non, c'était complètement normal. Moi, j'ai reçu des téléphones suite à cette émission-là. Autant d'amis dans le milieu qui sont homosexuels, des filles. Oui, ça, et j'ai eu juste des beaux compliments. Oh my God. Alors, merci, tu as été très, très bonne pour mon côté sex symbole. Ça me fait pour le plaisir. Temps que ça a duré. Mais pourquoi c'est important pour moi je pense que c'est bien égoïste de t'avoir ici au micro de l'émission Porte-Parole, c'est que depuis le temps qu'on se connaît, on a tout le temps eu une hyper-connexion. D'autant plus que je sais que mon père et toi, vous vous aimiez, les Télétons Jean Lapointe et toi. Puis en plus, tous les deux, ben c'est ça, ta maman est décédée. Oui. T'es venu me voir au salon quand papa est décédé. Oui, bien sûr. Puis t'es venu me voir alors que toi, t'étais dans les derniers milles de ta mère. Et c'était difficile pour toi. C'est extrêmement difficile, mais j'étais obligée. Je me sentais comme s'il fallait que j'aille. Et je suis très heureuse que je suis allée. Je dois te dire que tout ça, toutes ces difficultés, je ne sais pas si toi tu te sens de la même manière que moi, mais c'est cette année où j'ai pris soin de ma mère. Maintenant, avec le recul, si tu me demandes ma plus grande fierté, ça sera pas mon émission à TQS, ni mes débuts, ni mes entrevues avec Paul McCartney ou David Bowie. C'est les 7 années où j'étais vraiment proche aidante et proche aimante pour une femme exceptionnelle que j'ai connue davantage grâce à ces 7 années. Et c'était très difficile des fois. Je ne veux pas vous dire, bon, my God, c'était comme... Non, ma mère n'était pas mobile. Ça change tout. Mais je peux devenir une infirmière aujourd'hui exceptionnelle. J'ai appris tellement de choses, les machines à la maison. Mais ma mère, j'ai appris qui elle était. Parce qu'on connaît mal nos parents. Tu sais, on pose pas les questions à nos parents qu'on pose à nos amis.
Moi, je voulais savoir qui était son premier chum, si elle avait souffert en amour, qui elle aimait plus, sa mère ou son père, sa relation avec ses sœurs, etc. Je voulais vraiment la connaître en tant que femme. Et j'ai senti que ma mère était si heureuse de se faire poser ces questions. Parce que j'avais fait la même chose avec ma grand-mère et je revenais et je disais à ma mère, sa fille, « Grand-maman m'a dit telle et telle affaire. » Puis là, elle me regarde et dit, « Comment tu sais ça, toi? » Elle était comme, je dis, parce que je lui ai demandé. C'est important de poser ces questions. Je pense qu'ils veulent nous dire certaines choses. C'est pas juste une mère. Elle a été un enfant. Elle a été une femme, elle a été une adolescente. C'est tout un pan de vie de nos parents qu'on connaît pas parce que moi, mon père, j'ai 30 ans de différence avec lui. Donc, quand j'ai 5 ans, mon père a 35 ans. Donc, je connais juste la réalité de mon père à 35, 40, 50. Exactement. Alors, mais de 1 an à 30 ans, mon père, c'était qui? C'était quoi sa vie? C'était quoi sa réalité? Et c'est tellement intéressant. Le courage de ma mère et de mon père aussi d'immigrer, avec des enfants. Je regarde ce que ça veut dire. C'est pas évident. Et à l'époque, quand mes parents sont arrivés au Québec, moi, je suis née ici. Les gens me posent toujours la question, « Tu es née où? » Je suis née à Montréal, ici. Mes sœurs sont nées au Maroc. Et quand ils sont venus, à l'époque, c'était l'anglais, la langue qui dominait. Ben oui. Et mes parents ne parlaient pas l'anglais. Mes parents parlaient un français extraordinaire, magnifique. Alors, c'était très difficile pour eux parce que les gens n'étaient pas nécessairement gentils. Tu sais, quand tu allais voir un médecin, il te parlait en anglais, puis ma mère me regardait avec les yeux comme me disant « Quoi? » Et nous, les enfants, on est devenus quand même responsables aussi pour nos parents. Et la chose qui est arrivée aussi, c'est qu'on est allé à des écoles anglophones. Et mes parents auraient préféré francophone, mais c'était pas ça. On est allé à des écoles anglophones, donc ils n'ont pas pu vraiment nous accompagner avec nos devoirs parce que eux ils parlaient en français et en espagnol. Mais nous avons tous appris tellement de choses ensemble, en tant que famille. Et ça, c'est comme des choses, des expériences inoubliables. Et le courage Moi, je pense pas que j'ai le courage de mes parents. J'ai même pas osé aller en Californie quand on m'avait offert des opportunités. Alors, Ah oui? Et regarde ta girlfriend qui n'a pas eu de courage. Mais pourquoi t'es pas allée? Ben parce que je pensais que je pouvais faire mes rencontres, que je pouvais rester à Montréal. Et quand j'avais une rencontre à Los Angeles, je prends l'avion, je m'en vais. Et il y avait une époque où c'était devenu quand même assez important. J'avais une représentation avec CAA, qui était la même agence qui représentait Barbra Streisand, Céline Dion. Wow. Et j'avais eux comme agents, mais il fallait que je trouve quelqu'un qui me représentait là-bas, ce que j'ai fait avec des gens qui m'ont présenté. Et j'ai fait le tour, et puis on m'avait envoyé à Chicago rencontrer un gros patron des stations Tribune. Ils avaient une 50aine de stations aux États-Unis. Et après ce meeting, tu sais, on attend, on n'entend rien. Mon agent reçoit une lettre qui lui dit... Merci beaucoup pour votre visite. Nous sommes désolés que Mme Benezra n'est pas intéressée au show qu'on lui a proposé. Hein? Alors lui, il est comme dans un état, il m'appelle, il me dit oh my God. Je dis, il me lit la lettre, je dis quoi? Et nous avions appris par après que Drew Levin, qui me représentait 2 autres personnes. Et quand on lui a offert la job pour moi, il a dit qu'il fallait qu'il prenne ces 2 autres artistes pour d'autres choses. Ben voyons donc. Alors, j'ai perdu cette opportunité. Tu ne peux pas t'imaginer comment je me sentais. Veux-tu savoir le show? Veux-tu savoir le show? Oui. Comme un Larry King. No way. Féminin. Sur 50 stations américaines. Oh my God. Ça, c'était comme... Je me suis dit, comment je vis ça? Qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle? On a essayé de recommencer. La femme qui m'avait rencontrée au départ, malheureusement, a été atteinte d'un cancer, donc quelqu'un l'avait remplacée. C'était pas le même monde. Ces opportunités-là sont une fois dans une vie. Ça, c'est tout un rendez-vous manqué. Oui, et là. le gars qui m'a fait ça, ce monsieur qui me représentait, est allé en prison après. Juste pour te dire, le genre de, il était dans le milieu, on me l'avait présenté. Malheureusement, on lui a fait confiance et j'ai vécu peut-être une des pires choses. Et je me demande toujours, est-ce que j'aurais pu réussir? Je pense que oui, Jean-Marie. Je pense que j'aurais pu réussir, mais pour une raison ou une autre, je dois aussi accepter que
une force ailleurs voulait que je reste ici et peut-être c'est pas mauvais. Peut-être j'aurais pas eu cette chance de vivre ça avec ma mère aussi. Je me demande, j'ai vu mes neveux et mes nièces grandir et je suis vraiment dans leur vie. Il y en a qui disent oui, je suis très près de... Non. Tu sais, la journée de la fête des mères, moi et ma sœur Esther, on n'a pas d'enfants. Kelly et Myriam sont celles qui ont les enfants. Toutes les fêtes des mères, on reçoit des cadeaux de mes neveux et de mes nièces depuis qu'ils sont petits, je te le jure. Parce que j'allais les chercher à l'école. C'est moi qui les avais habillés. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je pense pas qu'ils avaient acheté un morceau de linge. C'est comme... C'était mes enfants. Alors, j'aurais pas eu ces expériences et je dois accepter que l'univers ne voulait pas que ça marche. Que ça se passe. Mais ça, c'était à l'époque... Ça, c'était après mon talk show. Après mon talk show à TQS. Ça, c'est fin des années 90? Oui, les années 90, comme genre 80, je dirais 98. Ah, wow! Oui. 97, oui, dans ce coin-là. C'était douloureux. Oh. Oui, et c'était une période aussi bizarre pour moi. Je venais de terminer à TQS, j'ai gagné les 4 Métro Stars, j'avais gagné 3 Gémeaux. Moi, je pensais qu'on allait m'offrir du travail, d'autres programmes. Le téléphone ne sonnait pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Comment on explique ça aujourd'hui? Sais-tu? J'ai aucune explication. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. C'était très weird. Alors, je me suis posé plein de questions, etc. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, pourquoi? Il y avait une période un peu noire où moi aussi, j'étais négative et je dirais même un peu amère. Et quand on devient amer, c'est pas beau sur le visage. Non. Ton visage change. Et un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, j'aime pas ce visage. C'est pas qui je suis. Et j'ai décidé d'arrêter de porter ça, cette douleur comme ça. J'allais m'en débarrasser. Et j'ai décidé aussi autre chose. J'ai décidé que j'allais me parler de la même manière que je parlais aux autres. J'oserais jamais dire aux autres ce que je me suis dit des fois. Tu sais, j'étais très sévère avec moi-même. Je me critiquais. Tu sais, et c'est horrible ce langage. J'ai pas réussi à 100% m'améliorer. Je me suis améliorée, mais il y a des moments aussi où je suis encore très sévère avec moi-même et c'est pas bon. Je le ferai pas avec quelqu'un d'autre. Alors, ça fait partie de qui je suis et je travaille là-dessus. Mais le pire, c'est que à chaque fois que je t'ai revu, soit à la télé ou je t'entends à la radio ou peu importe, je me dis, c'est la même Sonia Benezra que j'ai connue dans le temps du Téléthon puis de son talk show à TQS. Je me dis, elle ne change pas, c'est la même personne, mais à chaque fois, tu fais toujours bullseye, tu fais toujours des belles affaires. Oui. Alors... Je trouve ça le fun de te revoir de plus en plus. Il me semble que... Oui, il y a eu une relance. Non, mais c'est très bizarre ce qui est arrivé. Parce que l'année dernière, je suis comme chroniqueuse, collaboratrice, je préfère. Collaboratrice à Bonsoir, Bonsoir. Ouais. Et il m'invite de temps à autre pendant la saison pour venir parler de certaines célébrités. Et moi, je fais une recherche intense, énorme, pour remplir ces 6 minutes. Je peux pas respirer après parce que je donne tellement d'informations, mais les gens semblent aimer ça. On m'appelle un jour pour me demander, ça c'était tout de suite après le décès de ma mère, quelques mois, et j'étais quand même dans ma période de tristesse, mais j'avais accepté de travailler parce que je pensais que ça allait me faire du bien. Et on me demande si je pouvais remplacer Jean-Philippe Vautier pendant sa semaine de vacances. Et moi, je reste bouche bée, je dis, est-ce que c'est une joke? Je dis, vous êtes sérieux? Il dit, oui, je suis sérieux. Je dis, est-ce que je peux prendre une journée pour réfléchir? Parce que j'étais littéralement dans un état de choc. Et je te dirai pourquoi. Parce que dans toute ma carrière, je n'ai jamais travaillé à Radio-Canada. Je suis allée pour des rencontres. Et on dirait que tout ce que j'avais fait ne comptait pas. Et j'ai jamais travaillé à Radio-Canada. Ça m'a pas dérangé, mais ça a beaucoup dérangé ma mère. Elle était fâchée contre Radio-Canada. Et là, ma mère part et on m'appelle. Je regarde le ciel, elle dit, ne me dis pas que ça, c'est pas ma mère. I'm sorry, ça, c'est ma mère. Wow. Et j'ai vécu une semaine sublime avec des invités tu sais, c'était des retrouvailles, Rock Voisine, Sylvain Cossette, du monde, Bruno Pelletier. C'était une semaine magique et les gens ont vraiment, vraiment apprécié. Et ça, c'était pour moi un cadeau du ciel, mais je sais que ma mère a quelque chose à faire là-dedans. C'est difficile de ne pas croire
au paradis, de ne pas croire qu'il y a des anges qui sont là pour nous. C'est difficile. En tout cas, avec un signe comme ça, moi, I want to believe. Moi, je veux croire. Je peux pas te dire que j'ai une foi, tu sais, comme certaines personnes qui sont tellement croyants que quand quelque chose horrible arrive, ils ne réagissent pas. Ma tante est comme ça. Elle a une foi. Elle a perdu son fils, mon cousin, qui a la sclérose en plaques. Ça fait 3 ans. Comme je te dis, ces années ont été très difficiles. J'étais très près de lui. Et elle était avec lui jour et nuit pendant 20 ans. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas voyagé, elle n'a pas pris un autobus. Elle était juste là. Et quand il est parti, ma tante, moi j'avais une peur bleue. Je dis, Tata va, tu sais, ça va pas pouvoir vivre, elle va pouvoir. Au contraire, elle est tellement croyante qu'elle l'a vécu d'une manière exceptionnelle. Et je la regarde et je l'admire. C'est la sœur de ma mère, en passant. Et puis, ma tante est très importante pour nous, évidemment, parce que c'est la seule qui nous reste ici. Alors, on prend soin d'elle, mais elle est très spéciale. Elle a une fois, chaque fois que je dis quelque chose, les nouvelles sont... Elle me dit, arrête, Dieu sait ce qu'il fait. C'est comme, et je la regarde, des fois, je roule mes yeux, je regarde mon cousin, je dis, où est-ce qu'elle a cette fois? D'où ça vient, ça? Elle est magnifique à ce niveau-là. Pas moi, je suis pas rendue là. Sorry. Mais c'est beau à voir. Tu sais, les gens aussi critiquent beaucoup la religion. Et c'est vrai que, tu sais, il y a des problèmes avec la religion, etc. Mais, tu sais, la foi que certaines religions aussi, comme la manière qu'on les vit. Moi, j'admire les personnes qui ont ce genre de... Je pense qu'ils sont plus heureux que les gens qui croient en rien. Me comprends-tu? Oui, je comprends. C'est comme un ami, cette foi. Et ça nous gère, ça nous aide. Seul. Non, t'es jamais seul. Et tu sais, les gens qui rient de ça, qui trouvent ça ridicule, tu sais, on fait plus ça, on prie plus. Why? C'est comme ça fait pas mal, une petite prière de temps à autre, même si c'est pas ta religion. Moi, j'aime ça entendre, tu sais, que Dieu est avec nous, ou il y a quelque chose qui nous aide. Ça me fait du bien personnellement. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Sonia Ben-Ezra, t'es une femme du monde, tu parles plusieurs langues, tu as voyagé, tu as hérité d'un bagage culturel, spirituel de tes parents, tu as des valeurs profondes. Aujourd'hui, si tu regardes pour le reste de tes jours, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Je voudrais... Tu vas trouver que je suis weird. Je voudrais que cette partie de ma vie soit plus importante que ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je voudrais que ça compte vraiment pour quelque chose, que ça aide les gens, que ça touche les gens, que ça m'aide aussi à devenir encore une meilleure personne. J'ai perdu ma joie un peu. Mes sœurs me l'ont dit. T'es pas comme tu étais avant. C'est comme... Et c'est vrai. Elles veulent que je redevienne cette fille, remplie d'espoir, de naïveté, mais on perd ça. Alors, j'ai décidé que ce que je vais faire au cours des prochaines années, je voudrais que ça compte pour quelque chose. Je voudrais juste faire du bien. Je veux pas faire autre chose. Je veux pas construire un studio. Je veux juste faire du bien. Comment? En parlant avec les gens comme avec toi. Je trouve que ces conversations, ça aide le monde. Tu sais, on peut pas changer le monde, on le sait, mais chaque personne peut faire un petit quelque chose qui change quelque chose, qui améliore quelque chose. Il y a une haine dans ce monde présentement que, personnellement, je trouve invivable. La douleur que j'ai de voir ce que je suis en train de voir, même dans notre ville, me déchire. C'est pas ce que je veux vivre, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Et je voudrais, tu sais, un certain calme qui s'installe. Et tu sais, ce qu'on appelle aussi common sense qu'on a perdu. Le gros bon sens. Oui, le gros bon sens qu'on a perdu et tout ce qui est woke. Tu sais, on a essayé ce mouvement woke. Je trouve que, tu sais, il faut aller ailleurs. Mais je veux juste faire partie du mouvement qui fait du bien. That's it. Autrement dit, je vais juste reformuler ce que tu me dis, mais dans d'autres mots. Pendant très, très, très longtemps, ton verre, il était à moitié plein. Oui. C'est comme si maintenant, il était à moitié vide. Oh, que c'est beau, ça. C'est tellement, tellement ça. Mais c'est pas juste la mort de ta maman. Non. Ce n'est pas juste des contrats perdus qui te font voir le verre à moitié vide. Ce n'est pas juste ce que tu vois dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait que cela a basculé
mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça va rebasculer dans le bon sens, d'après toi? Ben, tout ce que je vis en ce moment, toutes les fois qu'on m'appelle, je suis toujours étonnée. Pour moi, ça, c'est des cadeaux et c'est des signes. C'est des signes que les gens veulent encore me voir ou que j'ai quelque chose à offrir. J'ai fait une émission dernièrement pour une fois à Télé-Québec et j'ai accepté. Mais on m'avait appelé plusieurs fois. J'ai dit « Oh non, 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 non ». Puis j'ai accepté et j'ai vécu une soirée tellement sublime. Et les commentaires après, je me dis « Je sais que j'ai quelque chose à faire. Je sais que j'ai quelque chose à offrir encore. Et je pense qu'il faut qu'on change aussi la façon qu'on regarde les gens. Tu sais, le processus de vieillissement, c'est pas facile pour personne. Mais quelqu'un qui vieillit aussi a beaucoup à offrir, a beaucoup d'expériences, d'histoires à raconter, etc. Comme toi, je suis bouleversée par la façon qu'on traite nos aînés. Je trouve ça inacceptable. Je suis très heureuse que les gens peuvent prendre leur bicyclette pour se rendre quelque part. Mais ça, c'est pas la majorité. S'ils peuvent faire ça, ça veut dire qu'ils sont déjà en forme. On est en train de faciliter la vie pour les gens qui vont bien. Et pour les gens qui vont mal, on fait absolument rien. Comment ça se fait qu'en tant que société, on est rendu là? Tu sais, tu regardes des sociétés asiatiques, la grand-mère qui rentre dans la salle, tout le monde se lève. Tout le monde se lève, littéralement, à tous les soirs, pour qu'elle puisse s'asseoir. C'est elle la reine. Et c'est magnifique de voir ça. Et nous, on préfère cacher nos vieux. Ils nous dérangent. C'est comme, et cacher dans des lieux qui sont pas très beaux. C'est horrible de voir ce genre de souffrance et solitude. Ça m'a beaucoup changé. Mais tu fais des projets pour les personnes âgées aussi. Je vais faire quelque chose aussi. Je vais être genre l'égérie de c'est pas un festival, mais c'est comme pour les aînés de Saint-Jérôme. Ils ont comme une grosse soirée une fois par année avec Béatrice Picard, que j'adore. J'ai lu son livre. Avez-vous lu le livre de Béatrice Picard? Je ne l'ai pas lu encore. Non. Ce livre, c'est comme si tu es en train de lire l'histoire du Québec. Ben ouais. C'est la même chose. C'est incroyable de voir ce que cette femme a vécu, ce qu'elle a fait, comment elle a travaillé, les débuts du théâtre, de la télévision. C'est comme lire un livre d'histoire. J'ai adoré son livre et je trouve que son courage est extraordinaire. Sérieusement, là, j'étais épatée. Une femme de cette génération qui a pu faire ce qu'elle a fait, élever des enfants seuls. C'est comme, je sais pas, c'est magique. Je vous le suggère fortement si vous ne l'avez pas lu. Oh wow, oui. Merci. Oui. Merci pour la suggestion. Oui. Mais c'est que tu fais aussi, tu veux garder la mémoire vivante des personnes âgées. Tu veux leur rendre hommage. Tu fais des projets avec eux. Tu as fait des... C'est-tu des balados? C'est des entrevues que tu as faites? Non, j'ai pas fait des entrevues. Personnellement, ce que j'ai fait vraiment, c'est dans ma famille. J'ai demandé à tout le monde, tu sais, de demander à leurs parents, mes tantes, mes oncles, certaines questions, de prendre le temps comme... de prendre une petite caméra avec leur téléphone et peut-être de filmer, faire ce genre pour nous, pour avoir une histoire, pour avoir quelque chose à offrir à nos enfants. Je trouve ça très triste que je n'ai pas gardé un journal de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a fait, parce qu'on oublie beaucoup. Souvent, tu vas rencontrer quelqu'un, je ne sais pas si c'est la vieillesse, j'espère que c'est pas ça, mais des fois, tu rencontres quelqu'un, il te raconte une histoire, tu te rappelles, hein, on est allé, et là, je regarde la personne et je me rappelle pas du tout. Je dis, oh oui, oh my God! Parce que nous, on a vécu tellement de choses à cette époque. Et des fois, les gens se rappellent de quelque chose que tu as dit ou que tu as fait. Et je suis étonnée de voir, comme quelqu'un m'a envoyé un message hier sur LinkedIn, une personne que je ne connais pas, qui m'a demandé d'écouter son balado parce qu'il a parlé de moi. Ah ouais. Sarah May m'a envoyé un message. Sarah May. Je vois son nom, je dis... Je connais pas Sarah May, j'ai jamais rencontré, j'ai jamais parlé avec elle. Elle m'envoie un message, elle me dit « Madame Benezra, je voulais juste vous dire que vous aviez été une idole, une icône pour moi. Et je viens de sortir mon album et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Sonia Benezra. » J'ai dit wow. Comment est-ce qu'on peut chanter Sonia Benezra? C'est tellement pas facile. Mais je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, on ne sait pas comment on touche les gens. C'est pour ça que je suggère le film It's a Wonderful Life. Est-ce que tu l'as vu, ce film? Avec Jimmy Stewart. Ben oui. Ça, tout le monde doit voir ce film. Ben oui. Je le vois à chaque année. À chaque année. Parce que, tu sais, on pense qu'on a des vies simples, des fois, qui comptent pas pour grande chose. Mais si on enlève cette personne, si on voit
le dégât, quand une personne n'est pas là pour aider l'autre, c'est là où on se rend compte comme chaque vie compte. Chaque vie fait quelque chose. Alors, It's a Wonderful Life, si vous êtes déprimé, vous êtes en train de vous poser des questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie, je vous le suggère. Je te dis que cette heure-là va passer vite. Ça fait déjà une demi-heure. J'ai trop parlé. Ça y est, je t'écoute. Ma mère me dirait, tu ne l'as pas laissé poser des questions. Voilà ce que ma mère dirait. Mais non, mais je veux dire, c'est le rêve de tout animateur, toute animatrice. Tu te rappelles quand tu posais des questions à tes invités, puis là, ils se partaient, ils étaient généreux dans leur réponse. T'es heureuse de ça? Oui, il y en avait que, tu sais, qui partaient, puis tu voulais les arrêter aussi. Ça, c'est autre chose. Ils étaient pas arrêtables. Ça, c'était autre chose. Et nous, J'ai déjà vécu ça. Ben oui, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une mini-pause musicale, transition. Après ça, on poursuit, mais ça va être, tu vois, ça va être plein de surprises. Oh, on aime ça. Jean-Marie Lapointe, vous écoutez l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la reine de TQS, Sonia Benezra. J'ai oublié ma couronne! Oh my God, mais quel beau souvenir. Ça, c'est des belles années 90. Oh my God. Ça, c'était sur le studio sur la rue Ogilvy. Ogilvy, c'était un beau studio. À Villemont-Royal. Les plafonds étaient hauts, donc on pouvait tourner des images magnifiques à l'écran. C'était, une belle époque. Tu l'as fait combien d'années, donc? Le quotidien, je l'ai fait pendant 3 ans, puis après, j'avais comme une fois par semaine, le dimanche soir, 2 années, donc 5 années à TQS. Hey, ça en est des shows, ça, hein? C'était des shows. C'était des gros shows aussi. I know. Ça manque le glamour. Ça manque les gens qui s'habillent bien pour aller faire un show. Moi, je me souviens, j'ai été à quelques reprises à ton show. Entre autres, il y avait les colocs. Ils étaient là. Oui. Il était là. Je me rappelle, on était toute la gang et je pense que c'était une émission de Noël. Il y avait un spécial de Noël. Il y avait plein d'émissions spéciales comme ça que tu faisais et c'est aussi les années des Télétons Jean Lapointe parce qu'on les a faites pendant plusieurs années à TQS. Oui. Et ça veut dire, est-ce que le lien avec mon père, c'est surtout là qu'il est né, hein? C'était sur mon show. Il y avait quelque chose entre ton père et moi. C'est que je le laissais parler parce que littéralement, je le regardais et j'étais émerveillée. Je vais te dire pourquoi. Parce que mon père, qui est parti très jeune, écoutait la télé en français et c'est lui qui m'avait donné le goût de la télévision en français. Alors, grâce à mon père, j'ai pu connaître Dominique Michel, ton père. Ton père, pour mon père, comptait. Et quand je parlais avec ton père, je pensais à mon père. Parce que je me dis, mon Dieu, qu'il serait fier de voir sa fille en train de parler avec quelqu'un que lui, il a aimé tellement. Alors, c'est ça, il y avait quelque chose. J'aimais l'embrasser et le serrer fort. Et je sentais qu'il aimait ça aussi. Tabarouette. Oui, puis, c'est clair qu'il t'aimait. Il aimait ça, puis... Je sais pas, quand il m'avait demandé de faire le Téléthon avec lui, j'ai dit oui tout de suite sans réfléchir et puis je l'ai fait avec tout mon cœur et mon âme parce que lui, il le faisait de cette façon. Oui. Des fois, j'étais inquiète pour lui parce qu'il travaillait des longues heures et puis il l'arrêtait pas. Tu sais, on lui disait, tu peux prendre un break. Non, tu sais, je monte sur scène, là, il faut que je passe ce message. On n'a pas fait encore assez d'argent, je m'en vais sur la scène. Il était impliqué à 100%. Tellement. Oui. Tu pouvais bien Non, mais... T'avais raison de l'aimer, mais c'est parce que t'es aussi ça. T'es une femme intègre, t'es intense, t'es passionnée. Je dis souvent que moi, je suis comme ça, mais mon père est exactement comme ça. Mon père, il a le turbo, il a le reculon. Il n'y a pas de dimmer entre les deux. T'es comme ça, toi aussi. Moi, quand j'aime. Je savais pas que Claude Rajotte, par exemple, qui est revenu à la radio, je suis tellement heureuse pour lui. Il avait raconté une histoire. Je savais pas que je l'avais traumatisé pendant les années de Musique Plus parce que moi, je l'embrassais sans arrêt.
Et il a dit que je suis la seule personne dans sa vie qu'il avait serré dans ses bras. Même ses parents démontraient pas ce genre d'affection. Donc, il a été traumatisé au début. Il savait pas comment réagir. Moi, la folle, tu sais, je continue. Je savais pas, tu sais, je l'embrassais, je le serrais, tu sais, je mettais du rouge à lèvres sur son visage. Et il a dit qu'après, c'était très important pour lui, cette affection. Et quand j'ai entendu dire ça, j'ai dit, oh my God, tout le monde a besoin de se faire embrasser, serrer. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas acceptable. Je parle pas de toucher de certaines femmes, mais vraiment serrer quelqu'un dans ses bras. Là, on le demande à ce moment-là. Si on n'est pas sûr, pose la question. Pose la question. Est-ce que je peux te donner un bec? Est-ce que je peux te serrer dans... Tu sais, tout le monde... Je pense que la majorité dirait oui. Je pense. Bon, on est rendu là. Deuxième partie de l'émission. Tu me fais peur, là, avec ton chapeau. Il y a plein de questions. Ouh! C'est toutes des questions que tu vas te poser à toi. Donc, tu piges une question, tu la lis à voix haute, puis tu y réponds. OK, sweetie. C'est toi qui as écrit ces questions? Yes, of course. Ça me fait peur déjà. Bon, on va ouvrir ça. Tu as gagné le million. Oh, que t'es fin. Ça fait plaisir. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec? Okay. Qu'est-ce que je fais avec? J'aide mes neveux à acheter une maison. Le down payment, parce que c'est rendu impossible pour les jeunes. Mais c'est pas la vraie question. OK, voilà. Le métier que tu as choisi de faire est-il devenu ce que tu pensais qu'il serait? Non. Je trouve que ce métier s'est pas amélioré. Je trouve que c'est pas la même chose. Je trouve que j'ai de la peine pour des artistes aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une façon de les présenter au grand public. Tout le monde, on parle bien sûr les réseaux sociaux, mais c'est pas la même chose. Pour moi, les réseaux sociaux, ça n'a pas remplacé des bonnes émissions de télévision, les grandes entrevues qu'on voyait. Je sais que les balados maintenant, c'est où on va maintenant. C'est bon, ça, mais je dis, la télé a complètement changé. Et pas pour le meilleur, je pense, personnellement. Je trouve aussi que les émissions aujourd'hui sont trop contrôlées. Même les émissions qu'on fait live to tape, elles sont trop scriptées. Tu sais, c'est comme, je l'ai vécu aussi en faisant, tu sais, Tout le monde aime, cette émission que je pense aurait pu marcher si on avait donné vraiment une chance. Ça me fait beaucoup de peine que cette émission n'a pas eu la chance qu'elle méritait, mais elle était un peu trop scriptée. Tu sais, c'est comme, on peut laisser être qui je suis. Et moi, je suis meilleure quand je suis juste spontanée. Puis pas juste ça, c'est toi... Au début, quand j'ai commencé le métier, tu étais celle qui m'a convaincu que de faire du live quand tu es en direct, c'est la meilleure façon, c'est la meilleure drogue. Oui. Et après coup, quand j'ai animé Les Fils à Papa avec Éric Rémy, on était en direct tous les matins et je me dis, je viens de comprendre pourquoi. Oui, il y a quelque chose de magique. Le live, c'est magique. Oui. Et là, tu vois ça, ça peut pas être scripté tant que ça. Là. Non. Oui, c'est découpé, c'est planifié. Exactement. Mais le contenu, c'est juste du direct. Et non live. Seulement, tu ne sais même pas comment la personne va réagir avec qui tu parles. Ça, c'est comme, alors tu dois être vraiment à l'écoute. Oui. Et ça, c'est magique. Maintenant, j'ai appris aussi que les silences, quand tu fais une entrevue, valent autant que les mots. Et je laisse le silence vivre quand je parle avec quelqu'un. Mais quand on est jeune, tu as une personne qui te répond pas tout de suite, tu te sens obligé de remplir ce silence tout de suite parce que tu penses que, c'est pas bon ça à la télé. Mais au contraire, ça veut dire que la personne est littéralement en train de vraiment réfléchir à ce que tu lui as demandé. Et tu donnes le temps. Et moi, je trouve ça beau de partager ça comme ça. Alors oui, ce partage est très magique et le live est incomparable. Parce que, tu sais, quand on fait du live to tape, il y a un petit peu de montage. C'est correct. Je dis pas que c'est mauvais, que ça marche pas, mais c'est pas la même chose. Non, et pour se permettre justement d'être à l'écoute puis d'accepter les silences, ça demande de la préparation. Oui. Alors, pour pouvoir jouer pendant cette heure-là en direct, faut que tu aies fait tes devoirs avant. Et quand il les a faits, tu arrives sur le stage, tu arrives sur la scène, t'es prête. Jean-Marie, je faisais tellement de recherches pour chaque entrevue. Je dois te dire que c'était quasiment ridicule. Des fois, je savais que c'était une entrevue de 20 minutes qu'on allait m'accorder, mais je faisais une entrevue comme si... Moi, je faisais ma recherche comme si la planète entière était à l'écoute. C'était comme vraiment ça. Et j'arrivais avec tellement d'informations et j'allais où je voulais au début, mais j'étais tellement à l'écoute que si la personne avec qui je parlais m'emmenait dans une place que je ne savais pas, je m'en vais avec lui là-bas. Je prends cette porte. Mais je savais que j'avais assez pour m'aider si quelque chose arrivait dans l'entrevue. Oui, c'est comme... Et j'adorais aussi lire sur les gens.
Chaque personne, vous pensez que les célébrités sont tous des vies extraordinaires. J'oublierai jamais quand j'ai rencontré Mick Jagger. Je suis allée à Los Angeles seule avec mon caméraman. Moi, j'étais nerveuse. Je dis, oh my God, Mick Jagger, il va être tellement froid, etc. On attend. Il rentre dans la chambre avec 2 chemises. Il me dit, can you tell me what shirt I should wear? I don't know. Et moi, je me dis, c'est Mick Jagger, porte whatever you want. C'est comme, je dis, ben les 2 sont très belles. Je dis, oh non, mais laquelle? Tu sais? Je dis, the purple one. Et là, quand il est parti, je dis, Mick Jagger vient de me demander quelle chemise je devrais porter en entrevue. C'est quand même extraordinaire, ce genre de choses. Et il était nerveux durant l'entrevue. Parce que je suis allée, j'écoutais des entrevues qu'on avait fait avec lui et j'avais décidé, je ne pose pas ces questions. C'est ce que je fais quand je fais une entrevue avec un grand qui a fait 20 000 entrevues. J'essaye d'aller ailleurs parce que, tu sais, je veux pas les réponses qu'il donne tout le temps. Et il venait de sortir un album, Goddess in the Doorway, je me rappelle du titre, hein, un album solo. Et dans cet album, j'ai quand même analysé beaucoup ses chansons qu'il avait écrites lui-même. Et je me suis rendu compte qu'il nous disait qu'il avait souffert en amour. Alors, je voulais aller là. J'ai dit, nous, on a l'impression que c'est toi qui fais souffrir les autres en amour. Et là, quand j'écoute ta chanson, tu dis, là, il me regarde, il me dit, Who are you? Barbara Walters? Et moi, j'ai dit, I wish. C'est comme... Mais c'était des belles rencontres parce que tu savais qu'il était content, qu'il voulait te parler parce que tu t'allais ailleurs, tu avais vraiment fait tes devoirs. Exact. Je pense que la personne devant toi apprécie tellement quand tu fais tes devoirs, quand tu arrives préparé. Ils veulent te raconter les choses. Mais quand tu arrives mal préparé, c'est un manque de respect. Total. Oh, je vais me taire, tu vois? Que non. J'ai besoin de 3 questions. Faut juste continuer à piger des questions. OK, je pige une autre question. Vas-y. Oh, c'est un bijou, ça? Je sais pas. Un petit bijou qui est sorti en même temps. Bizarre. All right. À part les dates, qu'est-ce qui sera écrit sur la pierre? Oh, ma pierre tombale. Oui, sur ta pierre tombale. Oui. À part les dates, ta date de naissance puis la date de ta mort, qu'est-ce qui va être écrit? Je sais pas, mais je vais te dire quelque chose que j'ai entendu l'autre jour. Je suis allée à des funérailles et le prêtre avait donné un discours sur la personne qui est partie. Il a parlé des pierres tombales. Il dit, est-ce que vous vous rendez compte quand on va dans un cimetière, on a toujours la date de naissance, le dash, comment on dit cela? Trait d'union. Le trait d'union et le départ de la personne. Il dit, ce qui compte, c'est le trait d'union. Qu'est-ce que tu as fait dans ce trait d'union? C'est là ce qui compte. Et moi, j'ai trouvé ça tellement profond. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'écrirai, mais ça m'a fait réfléchir. C'est le trait d'union qui compte, pas la naissance, c'est quand on est parti. C'est qu'est-ce que cette personne a fait durant cette période. Mais tu l'as ta réponse. Ce qui compte, c'est le trait d'union. Peut-être, sweetheart, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça extrême, ça fait réfléchir, hein? Ah oui, ça, je vais le prendre en note. Je trouvais ça assez beau. Samedi, je suis allée à des funérailles et le prêtre avait dit ça, puis j'ai dit, oh, c'est resté avec moi. Alors, je sais pas, tout le monde veut quelque chose de super profond sur sa pierre tombale, tu sais, c'est comme... Ah, j'aime ça. Ce qui compte, c'est le trait d'union. Oh, oui. Wow! Oui. Ça, c'est un bon one-liner. Oui, c'est un bon one-liner. Prends-le parce que c'est ton genre. OK, excuse-moi, je vois pas super bien, mais OK, oui. Non. Quelle a été la plus grande surprise dans ta vie? Je dois te dire de gagner ma vie en français. Je pense que ça fut vraiment quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. J'aurais jamais osé être celle qui allait voir quelqu'un pour me donner un travail en français. C'était ma 3e langue. Ça demeure encore une de mes plus grandes fiertés d'avoir gagné ma vie dans ma 3e langue. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Dieu, c'est Moses Neimer qui est venu me chercher pour Musique Plus. Et moi, je lui ai dit, pourquoi tu m'engages pas pour Much Music? Je parle mieux l'anglais. Il dit, non, je veux que tu sois à Musique Plus. Tu fais partie du paysage culturel du Québec. On voit pas ce paysage à l'écran. Je veux te voir à l'écran. Il était visionnaire Moses, lui, là, j'ai jamais rencontré une autre personne comme lui. C'est des rencontres inoubliables. Il avait une vision, et je vais te dire autre chose que j'ai appris après. 2 ans après, lui et Pierre Marchand m'avaient dit que le diffuseur de Musique Plus ne voulait pas diffuser Musique Plus avec moi parce qu'il ne pensait pas que je représentais le Québec. Et Moses Neimer a eu le culot de dire
Moi, là, c'est ma station, je la mets en onde, et si tu veux pas la mettre en onde, je veux le dire publiquement, ce que tu viens de dire. No way. Oui. Mais il te connaissait de où, non, Moses? Il avait lu un article sur moi. Moi, j'étais comédienne. J'ai fait une pièce de théâtre au Théâtre Center qui était... Il y a eu un scandale. Le théâtre anglophone? Oui, il y a eu un scandale parce que j'étais engagée pour jouer le rôle d'une fille qui était moitié espagnole et moitié noire. For colored girls who have considered suicide when the rainbow is enough. C'était une grosse pièce sur Broadway. Janet Jackson a fait le film. C'est très, très artsy. Tu sais, c'est comme... C'est pas une pièce... c'est vraiment très intense. C'est pas grand public. Là. Non, exactement. Et j'étais contente. Je sortais de l'université, on me donne un rôle principal. Et 2 semaines avant qu'on commence les répétitions, les filles dans la pièce disent qu'ils veulent pas travailler avec moi parce que je ne suis pas noire. Oh. Mais j'essayais d'expliquer. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, ça, c'est encore plus grave. Mais à l'époque, je lui disais, mais je suis moitié espagnole. Et le rôle demande que la femme soit moitié espagnole. Je dis, et quand on voit un médecin à la télévision, c'est pas un vrai médecin, c'est comme ça fait partie du jeu. Je pense que, tu sais, ma famille est marocaine, c'est comme on a des racines semblables. Bref, c'est devenu un scandale. On m'a congédié. Mais j'étais sur la page couverture, ici, de la Gazette. Et l'article a traversé le Canada. Rendu à Toronto, c'était comme ça, petit. Lui, il avait découpé ça, Moses Znaimer, puis il l'a mis sur son bureau. Pourquoi? Parce que j'avais dit une chose, la phrase que j'ai dit. J'ai dit, I may not be black, but this play is about women and I am 100% woman. Wow! Je suis pas noire, je le sais, mais cette pièce parle de femmes et je suis 100% femme. D'ailleurs, l'auteur de la pièce m'a défendue à la radio. Elle trouvait ça inacceptable parce qu'elle voulait des femmes latinos, etc. Alors, elle n'était pas d'accord avec cette décision, mais cette décision m'a ouvert une porte que j'aurais jamais osé essayer d'ouvrir. En français, gagner ma vie, pourquoi faire ça? C'est tellement plus difficile. Mais quel cadeau il m'a donné. Quel cadeau il m'a donné. Wow. Alors ça, c'est une grande fierté pour moi. Oui, une grande surprise dans ma vie. Lui, Moses Znaimer, il est décédé. Non. Il est toujours en vie. Oh my God, il est en forme, toujours en vie. Il a quel âge? Il doit avoir 80, mais si tu le vois, là, tu serais comme... Je l'ai vu dernièrement. Il a Zoomer Television, il a toutes sortes d'émissions de radio. Il a le magazine Zoomer. Il fait des événements. Tu peux pas t'imaginer. My God. Il a fait comme une série de TED Talks à Toronto pendant des années. Oh non, cet homme ne dort pas. C'est comme... Ouais, j'en ai pas vu d'autres comme ça. Mais c'est vraiment lui qui t'a donné ta vraie grande première chance. Oui, parce que même Pierre Marchand, à l'époque, était pas sûr. Il n'était pas sûr que ça allait marcher. Il m'avait averti. Tu sais, je t'avertis, je ne sais pas comment les gens vont réagir, etc. Puis il me poussait beaucoup, Pierre Marchand. On est devenus très, très près par après, mais oui. Je l'aime, Pierre, oui, moi aussi. Oui, tu sais, il a travaillé fort à Musique Plus. Il mérite du crédit, oui. Si une doute... si une boule de cristal pouvait dire la vérité sur ton futur. Oh my God, que voudrais-tu savoir? C'est tellement beau, ça. Ouf. Rien. Je sais pas. J'ai peur de ce genre de choses. Je voudrais... Ce que je voudrais qu'on me dise, c'est que je vais vivre bien et en santé et que je serai heureuse. Et que je vois un grand amour qui arrive. Et il est très beau et il est nu. Ah, quoi? J'ai aucune idée, mais j'ai peur aussi de me faire dire quelque chose d'horrible. Je veux vieillir avec mes sœurs, je veux vieillir avec mes amis, je veux que tout le monde reste ensemble. Je veux pas voir de la souffrance pour des gens que j'aime, pour personne, mais tu sais, ta famille. Alors, je sais pas si je voudrais savoir nécessairement ce que la boule de cristal me dirait. Est-ce que c'est OK comme réponse? C'est une très belle réponse. Je viens juste d'avoir un flash. On peut tellement, si les gens écoutent, parce que c'est filmé, les gens vont te voir, on te reconnaît, mais y a-tu quelqu'un qui peut ne pas reconnaître ta voix? Oui, je le sais, c'est ça mon problème. Au contraire. Pourquoi c'est un problème? Parce que des fois, je suis comme dans un IGA. Je fais mon IGA régulièrement. J'aime acheter mes petits légumes, etc. Puis si on m'entend demander quelque chose, je vois toujours quelqu'un qui se retourne, qui n'est pas sûr. Il me dit, c'est Sonia Benezra, hein? J'ai reconnu votre voix. Je me dis, c'est pas possible. Ils reconnaissent vraiment ma voix. Avant ma personne, ils reconnaissent la voix. C'est sûr. C'est incroyable. Et j'aime pas ma voix en français. Non? Non. Des fois, je parle, tu sais, c'est plus haut qu'en anglais. Je sais pas.
Mais je sais pas si c'est vrai ce que je viens de dire non plus. Pas sûr. Je réfléchis. Oh, wow. Je réfléchis. Tellement authentique. J'aime ça. OK. Peux-tu nous raconter un moment où tu as eu l'air vraiment fou ou folle? Oh, yeah, baby. Yeah? Sure, baby. Comme J'ai fait quelqu'un... Tu te rappelles l'émission Surprise, surprise? Oui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que t'avais fait? Oh, mon Dieu, ce qu'ils m'ont fait cette année. J'étais à Musique Plus. On m'avait engagée pour être la fée des étoiles. Pendant, tu sais, une grosse affaire au Rockland, au centre Rockland, qui était le gros nouveau centre. Un décor extraordinaire. On m'habille comme fée des étoiles. Il y a des enfants partout. Je m'en vais, ils me donnent quelques règlements, quoi faire, etc. On m'engage, et puis je suis tellement excitée. On avait appelé Pierre Marchand pour m'engager. Je m'en vais. Il me donne le petit bâton, tu sais, the wand, comment est-ce qu'on dit? La baguette magique. La baguette magique, excuse-moi, la baguette magique. Et moi, je monte sur scène, etc. Puis on me dit, tu vas faire descendre le Père Noël. Et quand tu vas faire avec ta petite baguette. Alors, je fais ce qu'on me dit. Et puis, je dis, demandez-moi pas de... Tu sais, j'ai quelque chose dans mon oreille pour me dire quoi faire, hein. Alors, je dis, demandez-moi pas de chanter des chansons de Noël. Je les connais pas tous, les paroles. Tu sais, alors... Petit Papa Noël, je connais le début, mais je connais pas vraiment les paroles. C'est pas ma religion, c'est pas ma... Bref, mais je connais les chansons, alors demandez-moi pas de chanter les chansons. Qu'est-ce qu'ils font de la première chose? Chante Petit Papa Noël. Et moi, je dis, oh my God. Alors, je commence, je fais Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Et là, je mets le micro comme ça, les enfants chantent. Je trouve des manières de m'en sortir. Là, ils me disent, fais descendre le Père Noël. Je touche le petit bouton sur la baguette je vois le Père Noël qui commence à descendre, puis il bloque. Il bloque au mi-centre, un gros Père Noël. Et moi, là, la fille est en train de me crier dans l'oreille. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Oh my God, t'as ruiné tout. Et moi, je capote. Là, alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, vous savez quoi? Le Père Noël est resté là parce qu'il voulait voir tous les enfants du monde. Pas juste les enfants ici. Ils veulent voir tout le monde. Et maintenant, vous allez voir que vous allez monter aussi vers le ciel, voir tous les enfants. Alors, je dis, apportez-moi les enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils m'apportaient les plus gros et les plus lourds. Et je les prenais dans mes bras. Pour les lever, pour rencontrer le Père. J'ai tout fait. Finalement, là, tu sais, après 1 heure de cet abus épouvantable, on voit le décor qui tombe, les caméras qui sont là, puis c'est surprise. Oh my God. Ils m'ont eu, mais pas à peu près. Solide. Alors, voilà un moment fou que j'ai vécu, mais je pense aujourd'hui avec beaucoup de tendresse, mais oui. J'ai eu un moment fou, là, tu sais, puis j'ai paru comme vraiment dingue, là, tu sais, c'est comme... Mais tu t'es bien sorti de ça. Ils m'ont dit qu'ils regrettaient tellement parce que j'étais si gentille, malgré tout ce qu'ils me disaient dans mon oreille. Ils disent, comment t'es restée? Je dis, je sais pas, je voulais juste que les enfants soient contents et pas déçus. Alors, voilà. Sweet. Voilà. What a sweet girl. Ouais, there you go, Une babe. belle mère Noël. There you go. On a fait des étoiles. Oui, on a fait... Vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. OK. Ces questions sont bonnes et profondes. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique, ce serait qui? Wow! Grosse question, belle question. Un personnage historique. Historique. Quelqu'un qui est décédé ou un personnage historique? Ben, écoute, un artiste, ça peut être un artiste. Ça peut être un artiste, ça peut être un politicien, ça peut être une personne qui remonte il y a 5000 ans. Tu choisis qui tu veux, mais une personne qui a marqué l'histoire. Une personne qui a marqué, il y en a tellement, puis pourquoi je ne peux pas penser? C'est quand même une super belle question. En musique, je pense que j'aurais voulu rencontrer Marvin Gaye. Marvin Gaye, pour moi, a été un artiste qui n'a jamais reçu ce qu'il méritait comme crédit. Il a gagné un Grammy pour Sexual Healing avec son album qui est sorti, What's Going On, qui demeure un des albums les plus importants. Écoutez les paroles. What's Going On nous parle aujourd'hui. C'est incroyable. C'est les mêmes problèmes. Mercy, mercy me. Même chose. Problème de l'environnement. Et je trouve ça triste que cet homme n'a pas vraiment reçu le crédit qu'il méritait. C'est horriblement triste. Il s'est fait tuer par son père, son propre père. J'aurais voulu faire une entrevue avec lui, voir qu'est-ce qu'il avait à raconter. Alors, en tant qu'artiste, je pense que Marvin Gaye, pour moi, ça aurait été un choix. Une très belle réponse, ça. Beau personnage. Je l'ai toujours aimé. OK, on y va. Bon.
Que dirais-tu à la jeune version de toi-même de 8 ans? Oh. Je vais te dire quelque chose. Je préfère que la petite de 8 ans me dise à moi quelque chose parce que j'aimais cette petite fille de 8 ans. Cette petite fille croyait. Elle était croyante. J'étais naïve et heureuse comme tu ne peux pas t'imaginer. J'ai joué Blanche-Neige. Je savais qu'est-ce que je voulais faire depuis que je suis jeune. Tout le monde m'a encouragée. Je croyais que tout était possible. J'ai grandi dans un milieu très, très modeste, etc. Mais je ne le savais pas. Comprends-tu? J'étais juste heureuse avec le peu que j'avais. Et je me suis rendu compte que les gens qui ont vraiment gagné la loterie qui compte sont les gens qui sont heureux avec le lot qu'ils ont. Et j'étais cette fille-là. Et alors, c'est cette fille-là qui pourrait me dire quelque chose au lieu que ça soit moi. Elle me dirait, ne change pas. Ne perds pas cette naïveté. Crois que toujours tout est possible. Ne perds pas ça. Je pense que, c'est ce que je voudrais dire à elle et elle me dirait la même chose. Alors, c'est elle qui a des choses à m'apprendre parce que je me suis oubliée. Oh, wow! Cette petite fille était toujours joyeuse, toujours en train de croire que les gens, le meilleur, je voyais pas le pire dans les gens du tout. Je croyais que tout le monde était bon. Et ça a changé, malheureusement, mais ça me manque. Ça me manque, cette naïveté me manque. Oui, alors c'est elle qui aurait des choses à me dire, je pense. Penses-tu que tu vas le retrouver? Je ne pense pas qu'on peut retrouver notre naïveté, mais je pense qu'on peut retrouver la bonté. Ça, oui. Je préfère, maintenant, quand je trouve des gens qui sont toxiques ou qui ont des opinions qui... J'aime les gens qui ont des opinions différentes à moi, mais je n'aime pas la méchanceté, cette énergie. Je préfère avoir un petit groupe plus petit et je me rends compte que je suis avec les mêmes amis que j'avais durant mon enfance. Ma meilleure amie, Eliane, c'est ma meilleure amie depuis qu'on a 7 ans. Et c'est ma meilleure amie encore. C'est incroyable quand même. Alors, et mes sœurs... Ça veut dire qu'il y a probablement encore beaucoup de la petite Sonia Benezra qui est dans la grande. Ce que j'aime, c'est qu'elle connaît cette petite fille aussi. Oui. Donc, elle peut me dire des choses, ma meilleure amie. Elle m'appelle, puis elle a vu l'émission que j'ai fait dernièrement, puis elle m'a dit « Ah, c'était bon. » Je dis « Ouais, mais j'ai pas... » Elle me dit « Hey! » Elle m'arrête. Je veux pas t'entendre. C'est bon d'avoir une amie comme ça. Elle est très différente à moi. Moi, je suis super sensible. Elle aussi, mais elle est beaucoup plus dure. On voyage régulièrement à New York. On ne l'a pas fait dernièrement au cours des dernières années, mais on allait à New York toutes les années ensemble. Et moi, j'arrêtais pas de dire, elle dit, arrête de dire merci 20 fois par jour. Et moi, je me fâchais avec elle. Je dis, toi, tu devrais essayer de le dire plus souvent. Alors, on a ce genre de discussion. Et des fois, on se regarde, comment est-ce qu'on est devenus meilleurs amis? On est si différentes. Mais ça marche. Ça marche. Complémentaire. Oui. Dernière question. Complète les 3 petits points. Sonia Benezra, c'est 3 petits points. C'est la vraie affaire. C'est Sonia Benezra et What you see is what you get. Quand tu travailles dans une langue qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas jouer un rôle. Si j'avais eu une carrière en anglais, j'aurais pu trouver une façon de me trouver un personnage même quasiment comme animatrice parce que je possède un vocabulaire exceptionnel en anglais, ce que je n'ai pas en français. En français, j'étais obligée d'être qui je suis, tout simplement. Et voilà, what you see is what you get. Je vais retenir ça, puis je vais retenir aussi ce qui compte, c'est le trait d'union. Oui. C'est beau, hein, ça? Oh, yeah. It's on you. It's on you, babe. Ça, c'est resté gravé de moi. Merci pour la belle heure passée. Merci à toi pour ta douceur, ta bonté et tout ce que tu fais, tous les messages que tu écris sur les réseaux sociaux qui remontent le moral des gens. Je te lis des fois, puis je me dis, mon Dieu, merci. Puis merci à ton médecin de t'avoir donné une piqûre hier. Oui, 2 piqûres, il m'a donné, de cortisone. Ce qui fait que tu es avec nous, ma belle Sonia Benezra. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Sonia Benezra sur l'émission Porte-parole sur Canal M. Idée originale Marie-Philippe Lemarbre. J'aimerais dire merci à la direction à la radio. Ici, c'est Philippe Lapointe. À Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. À Mathieu Tessier pour la mise en onde. À la recherche et à la coordination, Claire Guérin. Et pour les réseaux sociaux, merci à Gerly Ormelet. Et merci à Jean-Marie Lapointe pour son écoute. Alors, on se dit à très bientôt pour une autre émission de Porte.